Ouais, salut tout le monde, c'est Youx, comment allez-vous? Écoutez, moi ça va pas trop mal. Aujourd'hui, on va parler de la fusillade la plus connue de l'histoire des États-Unis, la fusillade de Columbine. Tout d'abord, je vais vous présenter la vie des deux tireurs et ensuite on parlera un peu de la fusillade et tout ce qui s'ensuit, ok? Eric David Harris est né à Wichita, au Kansas. Sa famille a beaucoup déménagé car son père était un pilote de l'US Air Force. La famille déménagea donc à Plattsburgh, à New York, à Littleton, ainsi que dans le Colorado jusqu'en juillet 93, où Wayne Harris prit sa retraite. Donc la famille Harris vécut dans des logements loués les 3 premières années à Littleton. Pendant ce temps, Eric fera la rencontre de Dylan en 1996. Donc les Harris achetèrent finalement une maison au sud de Columbine High School. Quant à lui, Dylan Klebold, il est né à Lakewood, dans le Colorado. Donc ses parents assistaient souvent à une église luthérienne avec leurs enfants. Et donc Dylan et son frère aîné Byron suivront des cours de confirmation conformes à la tradition luthérienne. Il voyagera comme Eric entre les différentes écoles. Eric Harris, il est ni sportif, ni vraiment très brillant à l'école. Donc il possède néanmoins un tempérament impulsif. Il est détesté dans le lycée. Traîner avec lui, ça n'arrange en rien sa réputation. Donc Dylan, apparemment surdoué, il avait d'abord été placé dans un institut prévu à cet effet, mais se révélera par la suite inadapté à ce genre d'endroit. Il intègre donc une école normale et se crée une place de choix parmi les autres élèves qui le décrivent comme un garçon adorable et intelligent. Donc la première année se déroule parfaitement pour Dylan, qui semble s'adapter parfaitement à sa nouvelle école. Il se sent vraiment parfait à Columbine. Il fait partie du club vidéo du lycée, donc on peut voir qu'il y trouve sa place aussi dans ce lycée. Et il aide certains adultes à gérer les ordinateurs, ainsi que ses amis qu'il compte par dizaines. Eric, lui, la plupart du temps lors de sa journée, traîne autour des ordinateurs. Et en le reliant à un réseau personnel, il joue à des tas de jeux sur internet. En janvier 1998, ils s'introduisent tous deux dans une fourgonnette remplie d'ordinateurs qu'ils volent en un temps record. Ils seront tout de même accusés de méfaits, d'intrusion et de vol, mais feront une bonne impression devant les officiers pour mineurs, qui leur offrirent la possibilité d'effacer leur casier judiciaire s'ils acceptent de participer à un programme de déjudiciarisation. Il contient des traitements psychiatriques et il leur permet d'effacer leur casier judiciaire, comme vous l'avez compris. Harris, très manipulateur, acceptera et encore une fois fit bonne impression. Il rédigera une lettre d'excuse. Il était vraiment très poli dedans et à l'inverse, son journal intime racontait une toute autre histoire. Il écrira dedans « Pourquoi est-ce que j'ai pas le droit de voler les putains d'ordinateurs d'un putain d'enculé qui laisse la porte de sa camionnette ouverte ?» En mars 1998, le bureau de l'enquêteur Jefferson reçut une plainte des parents d'un jeune garçon nommé Brooks Brown. Un étudiant avait découvert que Harris faisait des menaces visant Brooks Brown après une embrouille entre eux. Un soir d'hiver, c'était avant la plainte, il jettera un gros bloc de glace dans le pare-brise de la mère de Brooks Brown. Sa mère ne porta pas plainte pour cette agression, on va dire que c'est quand même une agression. Le père d'Eric Harris, donc Wayne Harris, refusera de la rembourser en disant que c'était simplement une connerie d'ado, quoi. Sans nul doute, Eric était donc mentalement instable et souffrait d'une personnalité psychopathe. En rencontrant Dylan, qui à l'inverse était très gentil mais très influençable, il l'embrigadera dans des trafics illicites et lui enseignera une manière de penser morbide. Pourtant très intelligent lors de son arrivée à Columbine, Dylan Klebold devenait de plus en plus vulnérable et souffrait psychologiquement. Il avait beaucoup de tendances suicidaires. Plus tard, les deux jeunes feront une vidéo pour un projet d'école en faisant semblant de tirer avec de fausses armes à feu sur des étudiants dans le couloir. Ils auront même le culot, on va dire, de le présenter pour un exposé. Mais la vidéo sera montrée à l'ensemble de la classe, donc elle est connue pour ses scènes d'injures dans lesquelles ils crient à la caméra et affichent tous deux le thème de la violence. Donc leur professeur déclarera « Votre projet est horrible et comporte des scènes violentes ». Donc certains élèves prendront cela pour une blague, donc ils pensaient juste que c'était censé être drôle. Le 20 avril 1999, tout en fumant une cigarette au début de la pause déjeuner, Brooks Brown vu Harris arriver à l'école. Il avait rompu son amitié avec lui 1 an plus tôt, depuis qu'Harris avait défoncé le pare-brise de la voiture de sa mère. Brown avait cependant arrangé les choses avec quelque temps auparavant. Donc Harris lui aurait alors répondu « Brooks, s'il te plaît, je t'aime bien maintenant, alors ne reste pas ici, sors et retourne à l'accueil. » Brown ne comprenait pas, mais a tout de même rapidement quitté les terrains de l'école. À ce moment-là, Dylan Klebold était déjà arrivé dans l'école en prenant une voiture séparée. Il attendait Eric seul, assis sur un banc dans la cafétéria. À l'arrivée de son ami, les deux garçons se postent alors vers les deux issues de la cafétéria.
ce qui leur offre une vue parfaite sur l'intérieur de la pièce. Le réfectoire se remplit rapidement jusqu'à atteindre son affluence maximale selon les notes d'Eric, qui avait observé les mouvements de foule depuis des semaines. Donc ils avaient fait des plans, là où ils allaient poser les bombes, des plans pour transporter le maximum d'armement possible et ils avaient fait des moyennes pour calculer à quelle heure il y avait le plus de monde dans la cafétéria. Qu'il était convenu que entre 11h15 et 11h17, la cafétéria atteignait son affluence maximale. C'est le moment qu'ils choisissent pour entrer et déposer 2 gros sacs de sport contenant chacun une bombe au propane de 9 kg. Les charges sont suffisamment puissantes pour tuer la plupart des élèves présents et faire s'écrouler la pièce juste au-dessus, qui est la bibliothèque. Heureusement pour les étudiants en train de patienter, les bombes n'explosent pas. Le plan initial d'Eric et Dylan était de faire sauter le réfectoire bondé et de se poster aux 2 issues pour abattre les survivants. Lassés d'attendre, et à 11h19, Eric Harris crie « Go, go !» Les 2 hommes armés sortent alors leurs armes de sous leur trench et commencent à tirer sur un étudiant de 17 ans assis dans l'herbe à côté de l'entrée ouest de l'école. Rachel Scott sera frappée à 4 reprises et tuée sur le coup. Donc on ne sait pas réellement qui a tiré le premier coup de feu et qui a tué Scott, la première victime, mais on attribuera ce meurtre à Eric. Après leurs 2 premières victimes, Harris enlève son manteau et pointa son 9 mm carabine vers 3 jeunes. Daniel Rorba, 15 ans, Sean Wayne, 16 ans et Lance Kirkland, 16 ans aussi. Les 3 amis venaient de monter l'escalier directement en dessous des tireurs. Les 3 jeunes seront blessés par balle, ensuite Harris et Klebold se tournent et commencent à tirer en direction de 5 étudiants assis dans l'herbe. Michael Jackson sera frappé au visage, à la jambe et au bras, mais réussira à courir et à s'échapper. Mark Taylor reçut 3 coups dans la poitrine, les bras et les jambes avant de tomber au sol où il fera le mort. Les 3 autres réussiront à s'échapper indemnes. Klebold redescendit les marches vers la cafétéria. Il tira à nouveau sur Kirkland dans le visage, le blessant gravement cette fois-ci, alors que ses 2 amis blessés avaient fui en bas des escaliers. Daniel Rorba et Singwave avaient alors attiré l'attention du tireur qui les rattrapa et abattu Daniel en lui tirant une balle dans la poitrine supérieure gauche à bout portant, puis enjamba Sin blessé à l'entrée de la cafétéria. Klebold venait de faire sa première victime, Daniel Rorba. Le père de Daniel a pris le décès de son fils, non pas par la police, mais en voyant une photo dans le journal, donc il verra la photo de son fils allongé par terre dans une flaque de sang. En réalité, Klebold à ce moment-là, il allait vérifier si les bombes avaient explosé. En même temps, Harris était en train d'abattre plusieurs étudiants assis près de l'entrée du réfectoire. Klebold sortit donc constatant que les bombes n'avaient pas explosé et remonta les escaliers pour rejoindre Harris. Ils tireront un peu partout dans le lycée en direction des étudiants. Patty Nielsen avait remarqué l'agitation et se dirigea vers l'entrée ouest avec un élève de 16 ans, Brian Anderson. Elle avait l'intention de marcher à l'extérieur et de dire aux 2 étudiants d'arrêter, pensant que Klebold et Harris étaient encore en train de filmer une vidéo ou de faire une farce à la caméra. Elle dira « Jamais à une seule seconde j'ai pensé que c'était de vraies armes ». Anderson ouvrit la première série de doubles portes, tandis qu'Harris et Klebold tirèrent sur les fenêtres, le blessant avec des éclats de verre avant de frapper Nielsen à l'épaule d'une balle. Nielsen se leva et courut alors dans le couloir près de la bibliothèque pour alerter les étudiants à l'intérieur du danger et de leur ordonner de se cacher sous les tables. Donc elle composa alors le 911 caché sous le comptoir administratif de la bibliothèque. Donc il faut savoir qu'au départ ils pensaient à des pétards, tout simplement les étudiants. C'est seulement après quelques minutes qu'ils réalisèrent en fait que c'était de vrais coups de feu. À 11h22, le gardien appela le shérif adjoint Neil Gardner sur la radio scolaire qui prenait sa pause non loin du lycée. Ainsi, 5 minutes après la fusillade et 2 minutes après le premier appel radio, Gardner écouta la fusillade des tireurs et appela du renfort, en mobilisant toutes les forces de police possibles. Pendant ce temps, un professeur d'informatique nommé Dave Sanders avait évacué la cafétéria en prenant les élèves dans un escalier menant au 2e étage de l'école. Mais dans sa fuite, Sanders et un étudiant rencontrèrent Harris et Klebold. Sanders et l'étudiant se retournèrent et coururent dans la direction opposée, mais Harris lui tira 2 fois dans la poitrine en manquant l'étudiant qui courut dans une salle de sciences pour se cacher. Ce jour-là, Dave Sanders a pensé aux autres avant de penser à lui puisqu'il a fait évacuer la cafétéria sauvant beaucoup d'étudiants. Mais Sanders sera déclaré mort à environ 15h de l'après-midi. Mais le massacre se poursuivit alors dans la bibliothèque. Harry sur la gueule aux 56 personnes cachées dans cet endroit. Ils utilisèrent l'ensemble de leurs balles, tuant 10 personnes et en blessant 12 tandis que 34 avaient la vie sauve, car les tireurs manquaient tout simplement de munitions. Klebold proposa alors « Nous devrions peut-être commencer à les poignarder, ce serait peut-être plus amusant ». Les 2 jeunes, équipés de couteaux, narguèrent alors l'ensemble des réfugiés en leur rappelant ce qu'ils avaient fait ou ce qu'ils avaient dit sur eux auparavant. Dans la bibliothèque, ils croisèrent John Savage, qu'ils connaissaient et qu'ils décidèrent d'épargner. Dylan Klebold le rencontre en premier dans la bibliothèque armé d'un Tech 9 semi-automatique
John Savage va lui demander « Qu'est-ce que vous êtes en train de faire ?» Dylan Klebold lui répond « Oh bah écoute, on tue des gens. » Le nez d'Harris saignait abondamment. C'est alors qu'ils décidèrent de quitter la bibliothèque qu'ils venaient de dévaster. Ils partirent une nouvelle fois vers la cafétéria où ils restèrent un instant avant d'y mettre le feu avec des bombes et des cocktails Molotov. Finalement, à 12h02, Harris et Klebold rentrèrent à nouveau dans la bibliothèque qui était vide de survivants. Une fois à l'intérieur, ils tirèrent sur la police à travers les fenêtres ouest, mais ne touchèrent personne. Voyant le SWAT se rapprocher de 5 minutes plus tard, Patty Nielsen, qui était enfermé dans une salle de repos, entendit crier à l'unisson. 1, 2, 3. Ces mots seront suivis par le bruit de coups de feu. En réalité, les tireurs venaient de se suicider. Il faudra 3h15 à l'équipe du SWAT et aux policiers déplacés sur les lieux pour comprendre que les auteurs s'étaient finalement suicidés. L'incompréhension totale envahit alors l'ensemble des États-Unis et peu après l'Amérique tout entière réagira à ce massacre. Eric Harris et Dylan Klebold, respectivement âgés de 17 et de 18 ans, avaient abattu 12 élèves, un professeur, ce 20 avril 1999 dans leur lycée de Columbine High School. Les deux adolescents étaient armés jusqu'aux dents et avaient fabriqué une dizaine de bombes artisanales, selon des procédés trouvés sur Internet. Le déroulement du massacre et les éléments de l'enquête révélèrent une grande organisation. Les deux amis préparaient leur attaque depuis des mois et avaient un plan précis. En réalité, si les deux bombes placées dans leur sac à 11h17 avaient explosé dans la cafétéria, ils auraient pu faire un total de 488 morts en à peine 5 minutes pour finalement s'enfuir dans la voiture qu'ils avaient prévue à cet effet. Heureusement, leur plan n'a pas marché. On remarquera tout de même que durant tout le long de la fusillade, la police aura encerclé le bâtiment sans même s'y introduire, laissant presque les élèves se faire tuer, entendant chaque coup de feu à travers le téléphone de Patty Nielsen derrière les murs de Columbine High School. On a parlé de Columbine, donc je vous laisse, je vous dis bonne journée, bonne soirée, ça dépend à quelle heure vous avez regardé la vidéo.